nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été les principaux intermédiaires? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. La simple conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, du lundi au vendredi à 8h, simultanément sur Watt FM et Twi TV. Rediffusion 22h30 sur Twi TV et 22h sur Watt FM. Twi TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour. Regardez jusqu'à huir, écoutez jusqu'à voir, en transparence des choses, jusqu'à déceler des résidus de nuit épars dans le jour, des traces de lumière à vif dans le noir. Telle doit être la mission à tous. Sylvie Germain, c'est à méditer en cette journée du 24 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette dernière convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont jugés les faits de l'actualité du jugement entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Je suis Loukman Sanfo, je préside ce tribunal. Bonjour Geoffroy, bonjour Bernard Bougma. Allez-y. Bonjour, juge Sanfo, bonjour Geoffroy, je mélange même les choses d'ailleurs. Juge Va, bonjour président Sanfo, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci aussi de votre fidélité à ce programme qui, du reste, on rappelle, c'est du lundi au vendredi à partir de 8h et diffusé les mêmes jours à partir de 22h, à la fois sur Watt FM 100.8 à Ouagadougou, LPC Bougou de la Sauce 105.5 et puis LPC Tinkodgo 104.7. Vous nous suivez aussi à travers toute l'Afrique et le Burkina Faso, à travers votre télé interactive accessible sur la TNT de Burkina Faso, mais aussi à travers le Burkina Plus au numéro 254. Alors ce matin, mesdames, messieurs, on s'intéresse au dernier développement de l'affaire d'exportation de charbon fin qui met en cause la société minière Ayamgol et Sakan au Burkina Faso. Il faut savoir que suite aux révélations du rapport d'expertise demandé par la justice burkinabé, dont une certaine presse en a fait le coup, la société, à travers un communiqué daté du 20 mai 2019, a fait une mise au point. En gros, elle dit surtout ne pas comprendre que pendant qu'elle n'est pas encore réagi à ce rapport que la justice lui a transmis, elle constate avec stupéfaction que des extraits de ce rapport soient publiés par certains médias avec des commentaires purement diffamatoires, selon elle, pourtant couverts par le secret de l'instruction. En clair, la société dit contester avec la plus grande fermeté les allégations relayées dans la presse et parle d'agissements médiatiques déplorables. Un rappel, Ayamgol et Sakan fait l'objet de forts soupçons de fraude estimés à près de 336 milliards de francs CFA, avec des possibles complicités au sommet de l'État burkinabé, à en croire en tout cas certains journaux d'investigation burkinabés. Et parmi ces journalistes, il y a Yacouba Lagibama du journal Le Reporter, qui est notre invité aussi ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sanfo. Lui, il n'est pas en soi journaliste, mais il s'intéresse de façon générale à la question de l'exportation minière dans notre pays. Lionel Bilgo, chroniqueur média, directeur Afrique de Téminis Média. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui est de l'équipe d'appréciation de ce sujet tant passionnant pour les Burkinabés, en tout cas plus d'un. Voici la première partie de l'émission pour commencer, les avant-propos. Les avant-propos, on en fait avec les juges au siège. Nous donnons la parole à Benabouma. Merci, Président. Alors, mon avant-propos va concerner le dernier Conseil des ministres qui a pris une décision concernant
les produits, donc les intrants agricoles. Donc une loi que moi j'apprécie beaucoup, on attend de voir l'application parce qu'on est habitué aussi dans ce Burkina-là où les lois sont très bien prises et puis bon, ce n'est pas adopté. Donc on dit que pour le ministère en charge de l'agriculture donc, et des aménagements hydro-agricoles, un décret portant modalité de contrôle phytosanitaire au Burkina Faso. L'adoption de ces décrets vise à protéger les végétaux, les consommateurs et l'environnement contre les risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires non homologués. Effectivement, dans certaines contrées du Burkina Faso, vous n'avez plus de miel parce qu'il n'y a plus d'abeilles compte tenu de l'impact de ces produits. Le président du mouvement africain des peuples, M. Tougma, se bat au niveau de sa commune parce qu'il est également maire, donc maire de sa commune rurale, qui se bat contre ces produits-là, mais qui a de la difficulté parce que vous avez affaire également à une population dont certaines ont évolué dans des pays où ils ont des plantations, donc ils viennent avec ces produits, alors que ce n'est pas adapté. Nous avons des herbes ici, là-bas c'est des plantes, ce n'est pas adapté. Donc il y a l'action de ces produits-là. Et surtout, ce n'est pas homologué. Vous ne savez pas où vous plaindre. On a vu en France l'affaire Monsanto, où l'agriculteur a gagné à 2 reprises contre Monsanto. Et donc, c'est une instruction qui suit son cours. Mais bon, parce que Monsanto n'a pas précisé les risques liés à l'utilisation de ce produit-là sur l'emballage. Et donc, sur cette base, Monsanto a été attiré en justice et il a gagné. Donc, ici, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est fait avec quoi, quels sont les risques liés effectivement à l'utilisation de ce produit et vous êtes exposé. Donc, si c'est homologué, c'est également se donner les moyens de pouvoir effectivement faire respecter cette décision. Du reste, moi je salue déjà la mesure. Donc, il faut mettre les moyens effectivement pour pouvoir protéger le consommateur, l'environnement et tout ce qui va avec. Vous me permettrez un second avant-propos. Allez-y. Alors, demain, c'est samedi, ça va être aussi la messe de Requiem de la maman de Norbert Zongo, Augustine Zongo Nenana, donc qui est décédée à l'âge de 90 ans. C'était dans la nuit du jeudi 30 novembre 2017. Donc, demain, c'est sa messe de Requiem. C'est également toujours rendre hommage à cette brave dame qui n'a pas baissé les bras et qui a également dit non à la forfaiture et à tout ce qui va avec en termes de tentatives d'intimidation, de corruption. Donc, elle fait également partie d'une de ces figures, donc c'était quand même un symbole d'une lutte, même si elle a mené en arrière-train avec ce qu'elle a comme moyen, c'est aussi d'avoir refusé toute compromission jusqu'au bout. Donc c'est aussi saluer sa mémoire et puis de courage à sa famille, notamment à son fils Robert et également à son petit-fils Guy. Donc ce qu'on souhaite, c'est que son âme repose en paix. Donc encore une fois, tous mes hommages à Madame Zongo. D'accord. C'est bien une information qui méritait d'être partagée. Merci de l'avoir fait ce matin. Geoffroy, c'est à vous rapidement. Merci Président. Rapidement donc, c'est ce qu'on a comme difficulté de circulation aujourd'hui à Ouagadougou. On avait un arrêté qui a été pris pour solutionner un problème parce qu'on avait des poids lourds qui écrasaient, on va dire comme ça, nos petits frères, nos enfants et tout. Mais on se rend compte aujourd'hui que ça crée aussi un autre problème parce que avant de prendre la décision en tant que telle, il y a un certain nombre de conditions qui n'ont pas vraiment été respectées. La question des aires de stationnement. Et vous comprenez que la façon d'occuper nos voies est un genre d'expression de mécontentement. Il n'y a pas plus que ça. Vous seriez l'un des usagers des voies Tansoba où vous passiez vers Kwawaga Inter jusqu'à pratiquement Karpala et tout. Vous verrez ces poids lourds là qui sont stationnés et quand vous voyez à la façon même de se mettre sur les voies, c'est à les obstruer et montrer aux usagers que ok, il n'y a pas de souci, vous avez pour vos règles, il n'y a pas de problème, bon, on est ensemble. Donc je veux dire, aux décisions, on démontre les limites de fait et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je l'ai dit encore hier, le problème n'est pas de prendre pour certaines plaies la solution du plus fort ou non. Il faut aussi essayer de bien réfléchir et se dire que écoutez, c'est des résultats qu'on veut obtenir, mais là maintenant ce n'est pas une question de se dédouaner. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de trouver des solutions à un problème qui est posé. Il ne s'agit pas de dire bon écoutez, moi voilà ce que j'ai fait, regardez. Et
Et si on est dans ce triptyque-là, on risque d'avoir des problèmes. Et c'est ce à quoi on est en train de faire face aujourd'hui. Et si ça ne se règle pas, s'il n'y a pas de bonne discussion, si des lignes ne bougent pas, on ne pourra pas bouger dans Ouaga. Et c'est ce qu'on est en train de voir depuis quelques heures. J'ai dit, la fermeté, c'est bien, mais il y a un minimum aussi, parce que, quoi qu'on dise, Ouagadougou, c'est une ville carrefour. Il y a des gros camions qui y passent. Il faut prendre cela en compte. D'accord. Merci également à vous, juge de l'actualité, Geoffroy Var. À présent, on va parler de la seule affaire enrôlée ce matin, c'est cette affaire d'exportation de charbon fin dans laquelle la mine Ayamgol Isakan SA est soupçonnée de fraude, voilà, et ce qui avait valu justement une expertise demandée par la justice burkinabé. Et puis depuis, il y a eu le dernier développement de l'affaire récemment, c'est que la mine, à travers un communiqué daté du 20 mai 2019, a fait une mise au point. Elle dit ne pas comprendre en tout cas comment se fait-il qu'elle ait reçu le rapport de la justice avant même qu'elle n'ait dit mots. Certains extraits se retrouvent dans la presse et parlent d'acharnement médiatique déplorable. Elle cite nommément certains confrères. Alors nous allons aborder justement cette affaire parce que parmi ceux qui ont traité l'affaire depuis son déclenchement, il y a Lagui Bama du journal Les Reporters. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, on va refaire un peu le film des événements. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel des événements qui ont conduit jusqu'à ce jour? Ok. Merci Sanfo. Alors pour résumer très vite, on était au dernier week-end de l'année 2018, je crois le week-end du 29 au 31 décembre, où tard dans la nuit, moi j'ai été contacté par une source pour me dire que il y a un convoi qui est en train de partir sur Abidjan par les rails et que le convoi il est au centre d'un gros contentieux au niveau de la douane et que le problème est tel que si la presse ne se réveille pas, le Burkina risque de perdre beaucoup de milliards. J'ai dit de quoi il s'agit, il m'a expliqué un peu de quoi il s'agit, j'ai essayé de prendre des contacts rapidement, j'ai vu que c'était un problème sérieux et c'est ainsi que après avoir pris un certain nombre de contacts et vérifier ce nombre d'aspects de la question, j'ai fait d'abord un premier petit article sur nos sites puisqu'on était un week-end de fête d'ailleurs. Il était pratiquement difficile de pouvoir contacter une autorité à ce niveau parce que tout le monde était déjà en fête et tout ça. Alors moi j'ai pris sur moi le fait cet avant-papier là pour déjà, parce que ma source m'avait convaincu que si la presse ne se mêlait pas à l'affaire, le Burkina perdait beaucoup de milliards. Pourquoi? Parce que il se trouvait qu'au sommet de l'État, certaines autorités ne jouaient pas vraiment franc jeu dans le sens de faire préserver les intérêts du Burkina dans cette affaire. Pendant que certains déploraient une fraude massive d'or, il y avait des gens au sommet de l'État qui jouaient pour faire sortir le or. Une fois que la cargaison traversait la frontière du Burkina, c'était fini pour le Burkina. Alors donc après cette vérification, on a fait cet article et à la suite vous avez vu tout ce que ça a donné le ministère sur les différents plateaux pour démentir l'information et tout ça. Pourtant les faits étaient vraiment têtus, il y avait de la fraude. Alors on a attendu, par la suite il y avait cette expertise dont vous avez parlé tantôt qui était en tout cas commise. On a attendu bonnement les résultats. Les résultats sont venus démontrer exactement ce que nous avions dit. C'est-à-dire qu'il y avait une fraude massive d'or en termes de plusieurs tonnes d'or que les gens étaient en train de travailler à faire sortir du Burkina de façon frauduleuse en déclarant du charbon fin, c'est-à-dire en déclarant des résidus de traitement d'or. On a pris purement simplement du minerai dans lequel on a mis beaucoup d'or, du minerai dopé en or qu'on voulait faire sortir sous le sceau de déchets, ce qui n'était pas du tout vrai. Les rapports l'ont démontré. Voilà pour résumer un peu l'affaire. Mais à la suite, vous l'avez effectivement dit, il y a eu cette sortie du ministère en charge des mines, qui a aussi fait une mise au point qui dit que ce qui a été reproché à la mine est plus ou moins légal, parce que dans les textes, elle avait la possibilité d'exporter en fait, de la matière pour... C'est pas vrai, c'est pas vrai, j'allais dire même que c'est malheureux pour ce pays que des responsables à ce niveau puissent se comporter comme ça. D'abord, l'autorisation, les deux autorisations dont tout le monde se prévaut pour dire que non, l'exportation était légale. Quand vous regardez bien, ces autorisations ne devaient pas être délivrées à cette exportation, à ces exploitants d'or au Burkina. Je pense
pour exemple, l'autorisation du ministre des Mines. Si vous lisez cette autorisation, sa lettre d'autorisation, il dit clairement dedans que, après avoir été contacté par la mine pour demander l'autorisation, lui, il a fait superviser toute l'opération de bout en bout, c'est-à-dire les questions d'ensachage, de conditionnement, de pesée et tout ça. Des équipes du ministère auraient suivi toute l'opération et ils ont constaté que tout était bien fait. Et c'est juste à ça maintenant, ils donnent son autorisation. Mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Parce que des équipes du ministère ne peuvent pas suivre cette opération-là. D'ailleurs, quand vous écoutez les gens qui connaissent le milieu, on vous dit non. Le ministère n'a jamais suivi, que ce soit même les porteurs de lingots d'or. Il n'y a jamais eu un suivi sérieux. Les mines font les choses, ils emballent les choses, ils viennent déposer, et les gens des mines viennent, ils regardent, ils donnent leur cutie sans savoir ce qu'il y a dedans. Sinon, comment on peut déclarer qu'on exporte du charbon fin? Vous avez tous vu les images, ce n'est pas du charbon fin qui était dans les sacs. C'est des minerais qui étaient dans les sacs, c'est pas du charbon fin. Je suis désolé. Je vous lis rapidement un passage de la mise au point du ministère qui dit « Le transport et l'exportation du charbon fin est conforme à la législation en vigueur. Il ne s'agit nullement de complicité entre compagnies minières et l'État, encore moins de pillage au sommet de l'État. » Non, c'est faux. D'abord, il est interdit d'exporter du minerai. C'est pas possible. Le minerai, la loi dit que ça se traite au Burkina. Et c'est l'or qui est exporté, soit sous forme de lingots, sous forme de barres titrées, ou sous forme de, je sais pas, en tout cas il y a trois formes sur lesquelles on peut exporter l'or, mais pas sous forme de minerai, c'est pas possible, la loi le prévoit clairement. On ne peut pas exporter du minerai. Et en plus, même si c'était des déchets, comme on le dit, il y a aussi un problème à ce niveau. Il aurait fallu requérir une autorisation du ministère de l'Environnement. La convention de Bâle que le Burkina a ratifiée le dit qu'on ne peut pas exporter ce genre de déchets-là sans ce nombre de précautions, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être des déchets très dangereux. Et il n'y a pas eu tout ça. On ne peut pas exporter ça de façon comme si on exportait du coton ou bien du mil. C'est pas comme ça se fait. Voilà. D'accord. Avant que les autres puissent prendre la parole aussi, la suite c'est que il y a eu ce rapport qui est encore secret, puisque sous couvert encore sur le secret de l'instruction. Oui. Que dit le rapport aujourd'hui? Parce que... Non, en fait, moi j'ai toujours dit c'est des subterfuges qu'on essaie de se trouver pour se dédouaner. Vous savez très bien que, et c'est vrai qu'il y a une instruction qui est en cours, mais moi en tant que journaliste, je ne suis pas assuré dans cette instruction-là. Je ne suis pas obligé. Ça dit que tant que je ne publie pas une page du rapport, je ne vois pas en quoi j'en fais dans cette instruction. Je n'ai pas publié une page du rapport, c'est le rapport. On dit qu'on ne peut pas publier des pièces d'une instruction. Mais c'est moi, en tant que journaliste, dans mes investigations, je tombe sur un document qui peut informer mes lecteurs, je l'exploite comme je peux. Je m'en fous de ce que la justice soit en train de faire une instruction ou pas. C'est ça. Donc, quand ils disent ça, mais ils ne sont pas sérieux parce que avant qu'il y ait même cette question de justice, la presse les a poursuivis pour qu'ils puissent donner la version. Ils ne l'ont jamais fait. Moi, j'ai une lettre qui date du 2 janvier 2019 qui dort dans le tiroir des SACAN. Ils ne m'ont jamais répondu. C'est pas parce qu'aujourd'hui on parle de justice que chacun va venir se couvrir derrière cet écran-là pour dire non, voilà. Mais les faits même qui sont posés, qu'est-ce qu'on dit des faits? C'est ça qui est le plus important. Voilà. D'accord. Lionel Biligo, prenez la parole, parce que l'affaire est déjà en justice, il faut le préciser. Donc ça date de 2018. Et depuis lors, la mine n'avait pas encore dit mot, elle n'a pas pipé mot, jusqu'à ce jour où elle publie un communiqué de mise au point. Et dès la première phase, elle dit « Depuis le 31 mai 2018, la société Ayam Gold et SACAN fait l'objet d'accusations multiples dans certains journaux. » Elle parle d'acharnement médiatique. 31 décembre, pardon. Moi, d'abord, je félicite le travail des médias et des journalistes burkinabés au quotidien. Mais je pense que SACAN a raté une belle occasion de la fermer. Parce que quand on l'ouvre, on apporte un additif. On ne l'ouvre pas pour juste faire de la littérature ou du verbiage. Ils ont relaté des faits que le citoyen lambda avait déjà connaissance. Mais ce qui est frappant dans cette affaire, c'est deux choses pour moi. Premièrement, c'est justement cette espèce de connivence ou d'embrigadement entre le pouvoir exécutif, donc l'État, décisionnaire en fait
garant de nos ressources et décisionnaire aussi de ce qu'on en fait, respectant certaines lois, et puis les sociétés minières. J'ai toujours dit qu'il faut un tampon entre ces deux-là. J'ai eu l'occasion de discuter avec un responsable du secteur minier, et je lui ai fait cas de mon inquiétude vis-à-vis de cela. Dans le secteur des médias, vous avez un organe indépendant qui est le Conseil supérieur de la communication, pour justement faire le tampon entre les médias, l'État et parfois la population. Dans le secteur des mines, vous avez une chambre des mines qui n'est rien d'autre qu'une espèce de conclave de lobbying pour mettre en exergue tout leur talent pour préserver les acquis et préserver les intérêts des miniers. Vous allez sur le site des chambres de mines, leur objectif et leur but est clairement défini dedans. Les chambres de mines ne me représentent pas l'Adibama, ne représentent pas Lukman, Nouva, personne d'entre nous. Et donc ils jouent, ils roulent pour les intérêts des mines. À cette chambre, justement, face à cette chambre, vous avez des espèces de directions de contrôle de l'action minière arrimées au ministère des Mines. Quand on sait que le rapport entre pouvoir multinational et institutions étatiques, en arrière-cour, il y a ce qu'on appelle la coulisse des valises. Et ça, c'est très dangereux pour la population et les citoyens lambda. C'est pour ça que, du fois, on crée des institutions indépendantes de contrôle de l'action qui peut servir en fait d'antichoc en cas de conflit. Et moi, je pense qu'il faut un conseil supérieur des mines dans ce pays qui met en exergue les compétences de personnes issues de la société civile, de personnes issues de l'État, mais aussi de représentants de mines, pour pouvoir justement faire cette espèce de médiation entre les populations, l'État et les mines. Il n'est pas exclu que dans notre pays, il y ait des conflits entre les miniers et l'État. Rappelez-vous le code minier, quand il avait connu sa modification sous la transition, c'était une espèce de bras de fer entre les miniers et puis l'État. Il aurait eu cette institution indépendante au milieu, elle aurait pu trancher de façon indépendante pour permettre de distiller les bons points acquis du droit. Aujourd'hui, laisser la question des mines entre les mains de l'État, du politique et des miniers eux-mêmes, c'est perdre de vue des espèces de connivences souterraines. Et nul ne peut me contredire qu'il y en a. Et le Burkina Faso n'est pas le premier pays dans lequel il y en a. Partout dans les pays, il y a ces espèces de connivences-là. On remarque que vous êtes déjà dans les perspectives pour une meilleure organisation du secteur minier. Mais maintenant, on revient à l'affaire. Est-ce que quand vous regardez un peu le traitement de l'information par la presse, vous avez l'impression que la presse a déjà condamné la mine sans que la justice l'a fait déjà? Je n'ai pas cette impression. Elle a donné des informations qui n'arrangent pas entre griffes la mine, mais pas forcément condamnée. Voilà, parce que d'abord, elle n'a pas le pouvoir de le faire et elle ne doit pas avoir l'intention de le faire parce qu'elle ne peut pas se substituer à la justice. En ce moment, d'ailleurs, c'est prendre parti. Mais c'est de révéler, c'est de travailler effectivement à révéler des informations dérangeantes, donc, pour la mine, je veux dire. Parce que là, il y a, ça touche la mine, le doigt, là où effectivement ça fait mal. Donc les uns et les autres refusent de se prononcer. Si tant est qu'il n'y avait rien à cirer, bon voilà, il faut vous prononcer. Et la mine avait été d'ailleurs dans son écrit, elle dit que la marchandise qui avait été bloquée, et elle précise que excusez-moi, il y a eu une enquête qui a été, voilà. Après une enquête poussée, la Brigade nationale antifraude de l'or a transmis un rapport au procureur général dans lequel elle confirmait la régularité de l'opération. Point. Maintenant, malgré le rapport de la BNF, maintenant le parquet général également a commis ses propres experts. Donc la mine Balandi, déjà, le rapport de la Brigade nationale antifraude de l'or, c'était d'ailleurs l'une de mes questions pour M. Bama. Maintenant, en attendant de répondre effectivement à votre question, je ne crois pas que ce soit l'intention de la presse burkinabé de condamner ou de faire condamner. Voilà. Est-ce que d'ailleurs elle a ce pouvoir de pouvoir le faire? Non. Bama a dit, nous avons des informations, nous estimons que ça intéresse nos lecteurs, nous les avons publiées. Maintenant, si c'est pas vrai, les uns et les autres savent comment s'y faire. Où est M. Bama? Voilà. C'est pas la première fois que vous faites des publications. Les gens sont pas contents et puis les élèves disent, bon, voilà, nous allons rester en justice. Donc ce n'est pas la peine de se cacher derrière, de communiquer et puis bon, voilà, si tant est qu'il n'y a rien à cirer, on passe à une autre étape et puis on laisse tomber ce communiqué. Du reste, la passerelle avait été
la main leur avait été tendue pour réagir. C'est la main qui n'a pas voulu, comme l'a dit Bama. Maintenant, ma question, c'est l'affaire de l'enquête de la Brigade nationale anti-fraude de l'or. La mine dit qu'elle a confirmé la régularité de leur opération. Vous avez fait de l'investigation. Alors, il y a une autre enquête qui a été demandée par le parquet général. Qu'en est-il exactement de cette situation? Non, c'est exactement la réponse à la question, puisque la BENAF conclut qu'il n'y a pas de fraude. Oui, tout à fait. Sachant que la BENAF, c'est quoi? C'est une institution qui est sous la coupe du ministre des Mines. Ils répondent directement du ministre des Mines. Et quand bien même ils ont conclu qu'il n'y a pas de fraude, le parquet a instruit qu'il y ait une expertise. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus besoin de répondre. Ça veut dire que le parquet n'a pas eu confiance à ces conclusions de la BENAF, tout simplement. Et en plus, moi j'ai eu l'occasion de voir les rapports de cette soi-disant investigation de la BENAF. De quoi il s'agit? C'est pas une investigation approfondie comme ils le prétendent. J'allais dire que c'est plutôt une investigation sommaire, même pas sommaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait que donner la parole aux dirigeants de SACAM et à quelques commis du ministère et venir conclure qu'il n'y a pas de fraude. Mais n'attendez pas ces gens qui viennent vous dire qu'il y a fraude. Le DG de SACAM va faire la fraude et venir s'asseoir devant vous pour dire que j'ai fait de la fraude, c'est pas possible. Mais les experts qui sont indépendants l'ont démontré. Il y a fraude bel et bien. Voilà. En fait, en réalité, sur ce coup-là... On allait faire le tour des tables, permettre à Geoffroy aussi de prendre la parole avant de vous revenir. Je ne sais pas s'il a envie que je lui pose une question, il a envie de poser lui-même une question. Non, moi, c'est dit la première phrase, pour moi, est une félicitation pour les médias. Je parle du rectificatif que voulait depuis le 10 mai 2019, certains médias relaient des éléments du rapport pourtant couverts par le secret de l'instruction. On sait que ce n'est pas facile d'avoir de la matière. C'est-à-dire que lorsque vous êtes intéressé par un sujet, très souvent, vous butez contre certaines motivations que vous ne comprenez jamais. Parce que vous êtes mû par l'intérêt du grand nombre, l'intérêt du Burkina. Et puis, vous avez en face souvent des Burkinabés, mais qui ne veulent pas vous donner la matière qui intéresse tout le monde. Et puis, vous ne comprenez pas l'intérêt qu'il a à garder. Et la deuxième phrase, c'est quoi? Nous avons même eu la stupéfaction de constater que des extraits de ce rapport sont publiés. Donc, au moins, ils reconnaissent que c'est des extraits du rapport, c'est pas du mensonge. Ça fait deux choses. Vous savez, ailleurs, certains médias, comment ils fonctionnent? Ils ont une info, ils savent qu'ils tombent sous le coup de la loi. S'ils l'appliquent, ils appellent leur conseiller juridique parce qu'ils savent que c'est une info qui est vraiment capitale, il faut la partager, et puis ça les engage en termes de responsabilité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir et puis dormir. Il appelle son conseiller juridique, si on y va, on paye combien? Parce qu'il sait qu'il va aller, il va être condamné, il va payer. Ok, d'accord, c'est dans nos codes, on paye, on y va. C'est comme ça. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas avoir un certain nombre d'informations et puis aller dormir, revenir le lendemain, taiser sur d'autres choses, parler de celui-là a détenu ceci ou cela, alors que vous êtes au courant de gros détournements qui sont en train d'être faits et puis vous dormez. C'est quoi la logique? Ce que vous dites est intéressant, mais souvent quand on échange avec certains acteurs de l'appareil judiciaire, ils vous parlent souvent d'empressement de la presse à publier des informations qui souvent se retrouvent compromettantes dans leur démarche. Tout à l'heure, Ladi Bama disait quoi? Il a envoyé un courrier. Mais c'est parce que l'affaire s'ébruite qu'ils se sentent obligés de réagir. Si vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, quand on vient vers vous, vous donnez des éléments. Mais ce qui vous dérange, c'est que après que la BENAF vous ait mis à l'aise, il y a un genre de contre-expertise qui vous met mal à l'aise. Et bon, tant que c'est pas sûr, il n'y a pas de problème. On dort tranquille, tout le monde est tranquille. Mais quand ça commence à s'ébruiter, vous vous sentez maintenant obligé de communiquer. Tant qu'on ne les met pas mal à l'aise, on ne peut pas avoir des éléments de réponse. C'est souvent la réalité aussi de notre métier. Tant que vous ne piquez pas, le monsieur, vous allez beau l'appeler, vous allez beau lui écrire des courriers, le gars il dort tranquille. Et après, c'est pour vous dire, vous abordez des questions, vous ne venez même pas voir toutes les parties, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais vos appels en absence sont pleins dans son téléphone et il a empoché et puis il est assis et puis il vous dit ça. C'est la réalité de notre métier. Mais je pense que ça nous donne beaucoup de leçons. Ça nous donne beaucoup de leçons à divers, pour moi, à divers niveaux. Parce que quand on regarde ce cas, il y a la question de l'implication de nos
de notre administration. Parce que on ne peut pas bloquer 30 conteneurs, mettre la main sur 2 au niveau de l'entreprise elle-même, et puis le qualificatif qui est donné, je ne sais pas si c'est un commentaire, si c'est un qualificatif donné par l'entreprise elle-même, Amgod, qui parle d'enquête poussée. Je ne sais pas si c'est le poussé là, c'est eux qui ont ajouté ou bien c'est une enquête, et qui dit, bon, eux, ils ont les mains propres. Donc, dans ce cas de figure, si la contre-expertise vient nous prouver autre chose, il faut même se poser des questions sur le travail qui a été fait par la DNAF. Et puis, quelles ont été les motivations pour en arriver à des résultats pareils? Et pour moi, ça, c'est notre niveau de responsabilité. Maintenant, une réaction. Non, moi, ma réaction, c'est par rapport à l'empressement de la presse entre griffes. Qu'est-ce qu'on met dans l'empressement? Bon, ce que les gens ne connaissent pas, comment est-ce que les médias fonctionnent dans leur rythme, ça peut se comprendre. Mais à un certain niveau, il faut qu'on se dise la vérité. Nous travaillons avec le temps. C'est un bimensuel, ça sort 2 fois dans la semaine, dans le mois. C'est un quotidien. Chaque jour, il faut publier. Vous avez un filon, vous cherchez des informations, mais vous êtes pressé. C'est notre, ça va avec vous. C'est pas un rapport mensuel ou annuel qu'on prépare, mais c'est une publication qui va avec le temps. C'est vrai, il y a des enquêtes qui peuvent prendre du temps en fonction du sujet et des sources, ça peut traîner. Ça peut prendre du temps. Mais à un moment donné, bon, il y a des... Voilà, donc, le travail du média par excellence, c'est avec le temps, puisque c'est... L'actualité, c'est à l'instant T. Donc, il n'y a pas de... C'est autant que quoi, il n'y a pas de dire que bon, travailler avec... Est-ce que c'est aussi valable pour les affaires pendantes en justice qui n'ont pas encore livré leur issue? C'est qu'il y a, chacun fait son travail. L'avocat défend, le juge juge, le journaliste publie, chacun fait son travail. Maintenant, à chacun de s'assumer mieux, c'est tout. Que le journaliste soit pressé. Où est le problème? Son problème, il est où? Il faut le laisser dans son empressement. Maintenant, s'il y a des informations qui puissent lui permettre de vous coller la peine, vous lui donnez des informations, vous n'en avez pas aussi, vous dites vous n'en avez pas. Et si c'est des groupes qu'on envoie aussi, mais vous constatez. Maintenant, s'il y a des manquements, vous faire voilà ce qui doit être fait. Et puis on passe à autre chose. On ne va pas toujours rester dans le carcan d'empressement, pour que les gens, effectivement, ça s'asseyent sur des infos. Mais c'est quand les boules sortent que les mêmes disent qu'en réalité, ce n'était pas la vraie info, il fallait venir à la source, et puis ils vous sortent parfois des documents fallacieux. Non. Bilgo, sur ce plateau, vous avez l'avantage de ne pas véritablement être un journaliste, vous avez le recul. Est-ce que nos journalistes vont trop vite en besoin sur certaines questions? J'ai aussi l'inconvénient de ne pas être couvert par les réglementations de la corporation journalistique. D'accord. Vous parlez d'avantages, mais ici, je dis n'engage que moi en tant que civil. Okay. Et donc, ça peut barder après. Oui, non, je pense que dans tous les pays, quand un journaliste fait un travail, il y a 2 sons de cloche. Il y a ceux qui sont concernés et qui sont en ballotage défavorable, qui vont trouver que le journaliste est allé trop loin, qu'il n'a pas été sympa, il n'a pas été doux. Et puis, bon, il y a l'opinion qui se délecte en fait d'une information. Et puis, voilà, et ça part dans tous les sens. Moi, je crois que l'un des griefs, en fait, aujourd'hui dans notre pays, pour le monde journalistique, c'est l'accessibilité à l'information. Prenez par exemple le site du ministère des Mines. C'est encore Dissa qui est ministre là-bas sur le site. C'est quand même des sites qui sont fabriqués mais attendez, soit on a un site, soit on ne l'a pas. C'est des sites qui sont fabriqués à coût de millions. Et il y a certainement 2-3 informaticiens payés mensuellement qui sont derrière ça. Et on n'a aucune information sur ce site-là. Donc le journaliste, d'ailleurs je trouve que la charge la plus importante dans le monde journalistique, ce sont les déplacements pour des informations qu'on aurait dû avoir dans le bureau. Donc le journaliste va user de son temps, prendre les risques en fait urbains pour aller à la quête de l'information de porte en porte. Et le temps qu'il passe à courir derrière l'information, parfois dépasse même le temps qu'il va mettre pour les analyser et faire son article et faire son rapport. Alors que dans un pays là où on parle de gouvernance et de transparence, normalement même la gestion d'un budget à la mairie doit être affichée sur un tableau et décomptée au fur et à mesure que 5 francs se délèguent. Ça permet l'accès à l'information le plus rapidement possible. Ensuite, un article qui traite d'un sujet n'est pas forcément une vérité. Reste que, quand la vérité adviendra, le journal, en tant que, avec une grande responsabilité, va relayer encore cette vérité. Il y a des médias qui ont fait des écrits et qui se sont rattrapés ou qui ont corrigé après, une fois qu'il y a eu des informations complémentaires qui viennent infirmer leur analyse de départ. Donc je pense qu'ici, il
y a pas, c'est une bonne nouvelle et heureusement que les médias font ce travail-là de veille, heureusement qu'ils font ce travail de transmission de l'information. Et moi je souhaite tout simplement que les organismes de contrôle, c'est d'ailleurs à eux, une fois que le média fait son travail, de décriminaliser une société ou une personne. Vous voyez, deux fois on entend qu'il y a une enquête, la SE est sur ça, mais la SE jamais ne communique lorsque deux fois ils blanchissent certaines personnes. Ils devraient le faire pour permettre aux médias en question, qui ne jugent pas l'affaire, de se servir justement de leur décision pour refaire un autre article qui blanchit cette personne-là. Ensuite, je veux revenir sur le cas de la BNF, qui fait une analyse. Ici, il faut faire attention à deux choses. Ils ont peut-être fait leur rapport sur la question de la régularité de l'exportation. Effectivement, et Sakan le dit, le ministre des Mines le dit, toutes les pièces étaient concordantes. Mais ici, ce dont on parle, ce n'est pas la régularité de l'acte d'exportation, c'est la régularité du contenant, c'est-à-dire du produit exporté. Et là, du contenu, du produit exporté. Et là, sur ce point-là, il y a une autre. C'est pour ça peut-être que la justice a demandé une enquête complémentaire pour non seulement vérifier la régularité de l'exportation, mais aussi le contenu. C'est quand même gros que les services de douane bloquent 30 conteneurs pendant aussi longtemps pour se retrouver après débouter et dire il n'y a rien circulé. Il y a quand même un problème. Soit on joue de nos nerfs, soit il y a une incompétence quelque part. Oui, Lagui. Oui, juste pour compléter ce qu'il a dit, même la question de la régularité de l'exportation, même là, il y a à redire. C'est vrai que de façon peut-être apparente, on peut dire qu'il y a des autorisations. Mais quand on rentre dans ces autorisations, elles ne sont pas des autorisations en réalité, parce qu'elles ne sont pas régulières, ces autorisations. Je vous ai démontré que le ministre des Mines n'avait pas le droit de donner cette autorisation. Mais moi, je dis aussi que, en réalité, il ne faut pas qu'on soit dupe. Ce n'est pas parce qu'on a un document signé d'un ministre, autorisation, qu'on doit considérer qu'il y a une autorisation. Oui, cette autorisation, les gens sérieux du domaine vous disent qu'elle n'est pas régulière. Ce n'est pas parce qu'elle est signée d'un ministre qu'on doit la considérer forcément comme régulière. Elle n'est pas régulière. Même celle du DG des douanes, c'est la même chose. Quand vous lisez l'autorisation du DG des douanes, il dit dedans que oui, ils ont fourni tout, puisque avant de faire une telle exportation, il y a un certain nombre de documents qu'il faut joindre à la demande d'exportation pour en tout cas attester de la régularité de l'opération. Il dit qu'il a analysé le dossier et que c'est... Mais quand on regarde dedans, c'est pas régulier. Tout simplement pourquoi? Parce que le charbon fin, si toutefois c'était un charbon fin, pour être exporté, il aurait fallu que, puisque le charbon actif, c'est-à-dire que le charbon neuf qu'on importe, puisque c'est un charbon neuf qui est d'abord importé pour traiter le minerai, qui devient usé, qu'on appelle charbon fin, qu'ils voulaient exporter. Mais le charbon actif qu'ils ont importé, il était sous douane, il était sous gestion douanière parce qu'il était exonéré. Et tous les experts en douane vous diront qu'un tel produit qui est sous gestion douanière ne peut pas être exporté sans qu'on ne se libère des droits de douane qui étaient liés à ça. C'est-à-dire que le produit n'est pas mis en consommation. Et ils veulent l'exporter comme ça. Le DG douane n'a pas le droit de donner une autorisation à l'exportation d'un tel produit. Ce n'est pas possible. Donc quand vous écoutez les hommes sérieux des domaines, ils vous démontrent que toutes ces autorisations en réalité sont du faux. Voilà. Maintenant, pour revenir à la question du temps, je vais tirer votre attention sur une chose. Imaginez-vous un seul instant que ce minerai a fait, cette fameuse cargaison avait franchi les frontières du Burkina, qui s'était parti. Est-ce qu'on aurait pu faire ces expertises dont on parle aujourd'hui? Mais il semble que c'est pas la première fois qu'on... Justement. Et c'est pourquoi même les 200, les plus de 350, combien de milliards qui sont en jeu dont on parle, c'est minoré parce qu'on n'a pas pu expertiser ce qui est déjà parti, parce que là on n'a plus le produit sous la main pour expertiser. Parce que l'expert, il n'a pu évaluer que sur la base de ce qu'il a pu toucher. Notamment, la cargaison qui est encore sur ses mains, il a pu évaluer ce qu'il y a dedans. Mais ce qui est déjà parti, on fait comment? Et là, on n'a fait qu'appliquer ce que les questions de régularité, dossier, tout ça, les infractions douanières, c'est ça qu'ils ont évalué pour pouvoir monter ces chiffres-là. Mais imaginez-vous, c'est ça qu'on a pu expertiser ces exportations pour découvrir qu'il y avait encore des tonnes d'or aussi dedans. Puisque là, on a fait se contenter des chiffres qu'ils ont déclarés. On n'a pas pu avoir les vrais chiffres. À ce qu'on avait les vrais chiffres à ce niveau aussi. On avait pris ça à 300 milliards. Est-ce que vous tenez compte de l'information comme quoi, pour l'une des raisons pour lesquelles on exportait du charbon là pour les traiter au Canada, c'est qu'il n'y avait pas la matière, on va dire... c'est pas vrai, même là aussi, c'est un gros mensonge. Au niveau national. C'est pas vrai. Nous, on a démontré dans un de nos articles
il y a des experts au niveau national, il y a un même, dès que notre premier article est sorti, qui nous a écrit pour nous dire que lui, là, d'ailleurs, un ancien de SACAN, qui nous a fait comprendre que c'est lui qui est à la base de ce projet quand il était à SACAN, en fonction, qui a mis en place ce processus-là de traitement de charbon fin. Après la démission des partis, mais il allait se performer, il a mis en place sa propre stratégie de traitement de charbon fin. Et quand il est revenu, il a fait le tour de toute la ville, il a proposé son expertise pour traiter les charbons fins. Personne n'a jamais répondu. On n'a jamais voulu de ça. Pour vous dire qu'en réalité, on ne veut pas traiter du charbon fin. On veut trouver un prétexte pour exporter de l'or de façon frauduleuse, c'est tout. Même le ministre, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il nous a dit qu'il y a une entreprise ghanéenne qui était ici en 2017 lors d'un Samao, qui a proposé la même expertise pour traiter le charbon fin des mines du Burkina. Ils n'ont jamais accepté ça. Tout simplement parce qu'on ne veut pas en réalité traiter le charbon fin, on veut trouver un prétexte pour sortir du Burkina avec de l'or. Pas la réalité. C'est ça qui est la triste réalité. Il faut rappeler que Isakan aussi a créé son incinérateur à coût de 1,5 milliard. Oui, 500. Tout à fait. Et pour des raisons techniques banales, l'incinérateur ne fonctionne pas et on va investir de l'argent à exporter, j'imagine, le coût de transport de ces 30 conteneurs-là jusqu'au Canada. Est-ce que ça ne pouvait pas remettre cet incinérateur en fonction pour permettre le traitement de ce charbon fin? Bien entendu, cet incinérateur a un traitement faible, 700 kg par rapport au nombre de conteneurs qu'il y avait, ça allait leur prendre peut-être 2 ans. Mais il n'empêche que c'est à l'État burkinabé de mettre les moyens. Si tant est que ce charbon fin contient de l'argent et de l'or, puisque c'est une valorisation, comment on ne peut pas trouver les ressources pour créer une usine, la même technologie ici, et surtout qu'on a les compétences pour gérer ce charbon fin localement? Je ne vous coupe pas, même sur ce point. L'argument qu'ils ont toujours avancé pour demander les autorisations pour exporter le charbon fin, le fameux charbon fin, c'est de dire qu'ils veulent mettre en place leur propre unité. La première exportation en 2015, c'était ça l'argument. On leur a autorisé ça. Puisqu'ils avaient déjà fait une évaluation, puisque quand même une entreprise sérieuse ne peut pas entreprendre tel projet sans avoir une étude. Ils ont déjà fait une évaluation de la mise en place de cette unité de traitement de charbon fin. Il était à 1,5 milliard et quelques. 1,5 milliard. Voilà. C'est ça qu'ils voulaient pour pouvoir mettre en place leur unité. On leur a fait l'autorisation en 2015. Ils reviennent encore dire qu'ils n'ont pas encore fini. Ils veulent encore une autorisation en 2016. On leur a fait ça. Ils reviennent encore en 2018 que ce n'est pas encore fini. On leur a encore fait une autorisation. Aujourd'hui, si on fait l'addition de tout ce qu'ils ont exporté, on a plus de 25 milliards pour un truc de 1 milliard et quelqu'un qui voulait réaliser. Où est la logique? C'est sérieux. Geoffroy, est-ce que vous inspire ces révélations en fait? Non, mais c'est que quand on parle du secteur des mines, moi je pense aussi qu'il faut se dire la vérité. C'est que c'est un secteur dans lequel, je ne sais pas si c'est volontaire, mais on ne lit pas beaucoup. Moi, j'ai fait plusieurs rencontres et ateliers de formation où les acteurs même du secteur vous disent que pour ce qui est de l'information concernant ce secteur-là, il y a un genre d'opacité entretenue. Mais entretenue pour ou contre qui? C'est ça pour moi aujourd'hui le grand problème. Même quand laissons les questions de charbon fin, même ce qui est produit de façon claire comme or, c'est presque au déclaratif. Comme qui dirait notre système d'impôt et douane, vous faites vos affaires, c'est vous qui venez dire ce que vous avez fait. C'est un peu la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Et ça, c'est transversal à beaucoup de pays africains. Mais ça se fait, le problème, très souvent, avec la complicité de nos autorités. Et je pense que le problème qui est en train de se poser il y a toujours des représentants de l'État qui sont associés au processus. Mais c'est ça le problème. C'est ce que je dis lorsque je parle de complicité. Maintenant, le cas dans lequel on est, il faut qu'on crève l'abcès pour comprendre quelles sont les implications des uns et des autres. Et puis, quand vous lisez le point qui est fait notamment par SACAN, ils disent très bien que l'opération d'expédition de charbon fin de SACAN n'est pas une première. Et c'est déroulé comme chaque fois avec l'autorisation des autorités gouvernementales compétentes. À chaque fois, ils rappellent cela dans leur papier. C'est-à-dire, c'est ce derrière quoi ils se cachent. Mais quand vous parlez des autorisations là, est-ce que c'est des autorisations averties ou mais c'est des complicités? Il faut criver l'abcès cette fois pour comprendre quelles sont les implications. Et je pense que c'est ce que j'ai dit. C'est justement la question que je voulais poser à Lagui. On a notre justice qui doit jouer un rôle central. Quand vous parlez des possibilités de connivence au sommet de l'État, est-ce que c'est avéré ou bien c'est la base de suspicion? Je parle que sur la base de faits. Sur la base de faits. Regarde, par rapport à ce que Va disait tout à l'heure, cette sorte d'opacité dans ce domaine des mines. Une question très banale. Pourquoi les contrats miniers ne sont jamais publiés?
le 5 contrat minier au Burkina. Et j'étais dépassé lorsque c'était avant-hier, après les différentes publications qu'on a eu à faire. La chambre des mines est venue chez nous avec un responsable, je crois que c'est le responsable de la communication des SACA. Quand on lui a posé cette question, il a dit que, et c'est là où j'étais dépassé, que même en tant que minier, ils se battent pour qu'on publie tous les contrats miniers. Et que c'est le gouvernement, ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement ne veut pas publier ces contrats miniers. Comment on peut comprendre tel gouvernement? Hein? Et quand tout le temps ils disent non, ils sont là, ils jouent dans la transparence. Mais le début de la transparence commence par là. Les contrats miniers, il faut au moins que le citoyen sache ce qu'il y a dans ces contrats-là. Mais voulez-vous aujourd'hui pour chercher à comprendre ce qu'il y a dans les contrats miniers qui lient notre gouvernement à tous ces exploitants qui sont là? C'est la quoi la banane, vous n'allez jamais voir ça. On ne peut pas les avoir au niveau de la direction. Jamais. Essayez, vous allez voir. Bon, Bénin a la parole. Non, c'est des documents qui viennent sur les sites des différents ministères. On n'a pas besoin de demander les contrats miniers. Dans les pays sérieux, c'est comme ça. Non, je pense que dans cette affaire-là, la responsabilité du gouvernement est beaucoup plus engagée. Comme il a dit, les différentes autorisations, ce sont les autorités qui ont donné depuis 2015 jusqu'à maintenant. On a une expertise nationale. Effectivement, comme l'a dit Bilgo, l'intelligence aurait pu faire en sorte que nous capitalisons au moins sur cela, alors que cette expertise-là qui existe. Donc, rien. Maintenant, il n'y a pas eu longtemps, les maires des communes minières avaient tenu leur conférence de presse pour rappeler effectivement la mise en application du fonds pour le développement. Mais après ça, des gourous du ministère ont menacé certains maires. Il y a des maires à qui on a demandé expressément si vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr que vous pouvez tenir si on secoue. Ce sont des autorités burkinabées qui l'ont fait, ce ne sont pas les miniers qui l'ont fait, ce sont les autorités. Donc, il y a des maires aujourd'hui qui regrettent même d'avoir déjà cette conférence de presse. C'est une réalité. Donc ça révèle les intérêts en jeu. Ça révèle les intérêts en jeu, mais ceux qui cachent, ceux même qui protègent ces messieurs-là, c'est nous, ce sont les autorités. C'est certains du ministère des Mines. Ce même jour, nous rappelons que le maire de M. Youmou qui était là a rappelé les faits et gestes de la chambre des mines. Mais c'est ce que, effectivement, M. Bilgo est en train de dire, mais c'est vrai. Le rôle de cette chambre des mines, au juste, c'est quoi? Vous vous rendez compte que c'est en même temps pour protéger les intérêts même des miniers. Mais qui sont-ils? Ce sont des Burkinabés aussi. Moi, je pense que le problème là, ceux qui nous représentent ne le font pas valablement. Ça, il faut qu'on ait effectivement le courage de le dire. D'où l'idée de mettre en place un conseil supérieur des mines. Il faut passer effectivement à autre chose. Parce que cette façon de faire n'est pas de la bonne manière pour pouvoir profiter effectivement des mines. Au niveau du Burkina, quand on prend la chaîne du business des mines, ce qui revient au Burkinabé, c'est quoi? C'est les marchés de poulet et puis des légumes, c'est tout. Tout le gros lot du marché, vous ne l'avez pas. L'hydrocarbure, vous ne l'avez pas. Je vous vends les machines, je vous dis qu'il faut payer avec telle station à essence parce que c'est avec lui. Vous regardez, c'est une société française ou une société étrangère. Nous avons confiance au carburant de telle compagnie d'hydrocarbures parce que c'est ça, si nos machines sont utilisées avec ça, bon, ça tient. Donc vous ne pouvez plus aller prendre le carburant ailleurs. Bon, on a des locaux, mais ça ne marche pas. Et maintenant, par rapport au charbon fin, effectivement, on pouvait capter la même là. Rien. Comment est-ce que vous pouvez passer votre temps à accorder des autorisations alors que c'est possible à faire à l'échelle nationale? Partout où le secteur minier passe, s'il a un État faible en face de lui, eh ben, il use de tous les moyens. Les miniers, c'est des entrepreneurs. Ils parlent rentabilité. Et il ne faut pas penser qu'ils sont là pour les beaux yeux de la population burkinabé. Mais dans notre cas, dans notre pays, moi je dis qu'il faut faire la séparation entre le politique, l'exécutif capable de nous protéger en tant que population et le secteur minier en tant qu'entreprise. Ils sont combien ces hommes politiques, anciens ou même aujourd'hui, qui ont des entreprises qui font des prestations de services dans les mines? Comment voulez-vous que ces mêmes personnes-là prennent des décisions sévères contre un minier, quand bien même serait soupçonné de fraude? Et ils sont combien ces hommes politiques qui ont placé leurs parents ou leurs protégés dans les mines? Donc à partir de ce moment, on a une espèce de connivence que je dis, qui donne une certaine opacité, et l'opacité est là justement. Ensuite, vous avez les secteurs miniers qui prennent en charge les billets d'avion
et de logement dans les hôtels 5 étoiles de nos responsables administratifs lorsqu'il y a des rencontres à l'étranger. Comment voulez-vous avoir une indépendance de parole, d'action et d'idées quand vous êtes nourri, logé et véhiculé par l'entreprise qui vous fait venir? L'État burkinabé, avec tout ce qu'on gagne comme résultat, même si je trouve que c'est faible dans le secteur minier, aurait pu dégager un budget pour prendre en charge au moins ses ministres, ses conseillers, pour aller assister à des rencontres officiellement, pour avoir au moins une indépendance de parole. Ils sont nombreux. Et ils ne peuvent pas contester. S'ils écoutent cette émission, je suis au courant, ils savent. Ils ont été logés, nourris, véhiculés et transportés par des miniers pour aller assister à des réunions à l'étranger. Quelle indépendance on peut avoir quand c'est comme ça? Ensuite, il ne faut pas oublier une chose. Et Sakan dit avoir investi près de 400 milliards dans la mine. En 2016, à Indaba, les ministres des mines congolais ont presque poussé un coup de gueule en disant tout simplement que la province du Kantaga, les miniers ont enregistré 2,5 milliards de dollars de résultats. Et sur ces 2,5 milliards de dollars, il y a à peu près 86 millions qui est revenu à la province. Voyez le gap. Ensuite, ils ont commandité un audit qui a révélé 3 choses. Vous avez une surestimation des investissements de certains miniers. Ensuite, vous avez une espèce de manège d'entretien de l'endettement fictif, continuel. Et après, ils minorent l'exploitation pour payer moins de taxes. Moi, j'aimerais savoir quel est les moyens de contrôle que nous on a pour savoir qu'il est réellement sorti de ce pays dit Lingo. Oui, c'est ça. Quel est le moyen de contrôle que l'État a pour savoir que c'est vraiment dit Lingo? Ça n'intéresse même pas le Jusqu'à quel niveau dans l'exploitation minière, depuis le forage jusqu'à la fonte, est-ce que le douanier burkinabé, avec son simple badge, a le droit de circuler à l'intérieur d'une mine jusqu'au cœur de la mine? Ça rappelle une responsabilité du politique. Je disais tout à l'heure, la légalité du transport d'exportation fait appel à la légalité même du contenu du produit transporté. On aime parler de légalité, mais je rappelle toujours que s'il fallait s'en tenir à la légalité, Blaise Compaoré serait encore là au Burkina. La modification de l'article était légale. De la même manière, par l'Assemblée nationale, c'était légal. La preuve est que les députés de l'opposition se sont dirigés vers l'Assemblée nationale pour voter. C'était légal, constitutionnellement acceptable. Qu'est-ce qui n'était pas normal? La moralité et l'éthique. Est-ce que ce qu'on fait est juste pour les populations? Est-ce que nous sommes là pour défendre les populations? Je crois que ce secteur minier, allez voir dans les zones d'exploitation minière. Moi, j'ai fait un tour vers Sémafo. Les villages, les gens, les pneumonies, la poussière, les routes complètement dégradées, c'est grave. Et la raison, c'est simple. Vous avez une unicité de l'exploitation de la caisse étatique qui fait qu'une mine ne peut pas de son propre gré prendre la décision de mettre un goudron sur une voie. Et donc, il y a des villages qui étaient paisibles, qui se retrouvent sans debout, sans dessous, qui sont complètement déboussolés. Et quand vous discutez avec les villageois, ça fait pitié. Il y a dans certaines régions de notre pays, l'eau même pour boire, c'est pas conseillé. D'accord. Geoffroy, tel que décrit, ça laisse à croire qu'on assiste impuissamment quand même au règne des sociétés minières au Burkina Faso. Mais c'est un règne entretenu où la richesse n'est pas partagée au point que ça touche le citoyen lambda. C'est ça le problème. C'est qu'il y a certains qui tirent le meilleur parti de cette manne-là et qui aussi, on va dire, se mouillent. C'est ça la réalité. Moi, je disais que j'ai fait des ateliers et des formations là-dessus. On vous dit très clairement, et c'est ce que Bilgo faisait ressortir, la question du contrôle. C'est-à-dire savoir quels sont les vrais résultats de la mine. Vous ne pouvez pas le savoir. Parce que nos hommes même de tenue, ceux qui ont le gage du contrôle, il leur faut des passes pour atteindre certains niveaux. Et qui n'atteindront même jamais. C'est ça la réalité. Et on vous dit qu'il y a de la matière qui décolle d'ici pour aller. Mais ça décolle là, mais vous n'avez même pas accès pour dire vous allez expertiser ce qui décolle ou ce qui se fait. Donc, c'est comme je dis, c'est au déclaratif. Le gars, c'est ce qu'il vous dit, c'est comme bon Dieu. C'est dit, on est en affaires et nous nous comportons comme en religion. Nous, on croit. Et ce qui est en train de se passer avec la question des 30 conteneurs, c'est ça. C'est ce que Ladi Bama disait tout à l'heure. Parce qu'on montre un papier qui ne respecte même pas toutes les règles du process, parce qu'il y a tampon en bas, il y a ministre, c'est écrit, oh, ça peut pas, c'est bon.
C'est ça notre problème aujourd'hui. Et c'est dangereux pour nos économies, c'est vraiment dangereux pour nos économies. Et regardez, quand on voit nos chiffres aujourd'hui, ce qui fait notre santé, c'est l'or, je suis désolé. C'est pas non, il y a un taux de croissance de ceci, cela, c'est parce qu'il y a 3-4 mines qui ont ouvert et puis ça commence à produire. Faut pas, on va se mentir. C'est le premier produit d'exportation, hein, devant le coton. C'est devant le coton. Donc si là-bas on n'est pas regardant, de sorte à ce que dans la redistribution des richesses, on puisse avoir ce bénéfice-là en termes de construction d'infrastructures, en termes de projets structurants. On est où? Où vous comptez dans une zone où il y a plein de mines, juste à côté il y a plein d'écoles sous période. C'est quoi la logique? Dites-moi, c'est quoi la logique? Pas loin de la mine, il y a plein d'écoles sous période. Et les gens vivent dans une misère pas possible. Nous tenterons de saisir les autorités en charge de la question minière justement pour qu'elles viennent s'expliquer devant le peuple sur cette politique de gouvernance vis-à-vis de l'exploitation minière au Burkina Faso. Merci à tous les deux. Laguiba, vous j'espère que vous allez y arriver. Ça sera bien. Nous tenterons. Mais pour terminer sur l'attitude de nos gouvernants, moi la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que, et d'ailleurs toutes les questions qu'on soulève ici, c'est pas des questions insurmontables. Hein. On ne veut pas les surmonter, c'est tout. Et nos dirigeants, eux, ils ont pour leur compte. Il ne faut pas qu'on va se leurrer. Tous les gars qu'on voit là, les ministres et autres, ça, ils ont pour leur compte. C'est nous, le bas peuple, on n'a rien. Et ça, ils s'en fichent. Voilà la conclusion. Merci à tous les quatre pour votre présence, pour éclairer justement l'opinion sur la question de l'exploitation minière au Burkina Faso, et spécifiquement sur cette question d'affaire d'exportation du charbon fin par Ayamgol Isakan SA. On s'arrête là, espérant en tout cas suivre de très près cette affaire, et espérant vous retrouver aussi lundi pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.